Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne, une audition dont les membres de la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage se souviendront longtemps. Il s'agit en effet de l'audition de Travis Tygart, le président de l'agence antidopage américaine, l'agence de lutte contre le dopage la plus efficace au monde. C'est elle qui a fait tomber la star mondiale du cycliste Lance Armstrong, entraînant le retrait de ses 7 titres de vainqueur de Tour de France et ses aveux surmédiatisés quelques mois après. Devant les sénateurs, Travis Tygart a donné une véritable leçon de lutte contre le dopage, mais il a surtout jeté un pavé dans la mare, estimant qu'il fallait réduire l'influence de l'UCI, l'Union cycliste internationale, dans la lutte contre le dopage. Selon lui, on ne peut en effet à la fois faire la promotion et la police d'un même sport en même temps. Alors sans plus tarder, retour ce matin sur cette audition. Bonne matinée à tous. Mes chers collègues, nous reprenons le cours de nos auditions et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Travis Tygart, président de l'agence américaine antidopage, l'USADA. Je signale aux nombreuses personnes qui nous ont rejoints pour cette audition que seul notre invité de ce matin s'exprime et que vous n'avez pas la possibilité de réagir positivement, négativement pendant l'audition. Je voudrais vous demander, et non pas vous imposer, une procédure qui est complètement indispensable dans les commissions d'enquête devant le Parlement français. C'est ce que nous appelons la prestation de serment. Et je vais vous demander, M. Tygart, de bien vouloir nous dire la vérité, toute la vérité sur ce que vous savez. Levez la main droite et dire « je le jure ». I swear. I'll say the whole truth, nothing but the truth. So help me God. Thank you. Le déroulement classique de nos auditions devant cette commission d'enquête consiste à laisser la personne qui a accepté de venir à notre rencontre s'exprimer pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, pour nous faire part de ce qu'elle souhaite nous dire, en priorité, sur la lutte contre le dopage. Nous aurons ensuite un certain nombre de questions à vous poser, à commencer par notre rapporteur, Jean-Jacques Lozach, qui est à l'origine de la mise en place de cette commission d'enquête, avec notre collègue Madame Michel. Et donc on vous donne la parole dans un premier temps et on vous écoute. Thank you. Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames et Messieurs membres de la Commission, je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je m'appelle Travis Tygart. Je suis CEO de l'agence américaine antidopage, USADA. Donc, je ne parle pas français, malheureusement, donc je suis vraiment très heureux que vous ayez demandé que je m'engage sur la vérité et pas sur le fait que je m'exprime en français. J'en serais incapable. Je représente l'USADA. Nous avons un personnel de nombre plutôt réduit, mais très engagé, très professionnel, et on travaille au nom d'eux et pour tous les athlètes qui ne se dopent pas aux États-Unis. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour votre intérêt à ce sujet, pour le clean sport, le sport sans dopage, sans substances illicites, et de m'avoir donné l'occasion de paraître devant vous. Je suis père de 3 enfants et j'espère qu'un jour mes enfants vont apprendre toutes ces leçons essentielles que l'on tire de la participation au sport, qui sont pratiquées avec intégrité, avec honneur et sans l'utilisation de substances interdites. Comme vous le savez, dans sa forme la plus pure, le sport développe le caractère, fait la promotion du dévouement, de la participation aux équipes, d'engagement pour une cause plus grande que nous-mêmes. Que
quelqu'un arrive un jour ou non à participer au niveau olympique ou au niveau professionnel ou non, le vrai sport se base sur l'idée de l'honnêteté, du respect, de l'équité et des opportunités égales pour tout le monde pour qu'ils puissent réussir, et cela dans un cadre d'équité juridique. Ce sont les mêmes principes qui sont à la base de toute société libre et démocratique. Le dopage grignote, réduit ces principes et compromet tout ce qui a de la valeur dans le sport. Et c'est pour cela que nous devons travailler sur la façon dont on peut vraiment faire réaliser les promesses que l'on fait aux athlètes dans le monde entier, à savoir qu'ils peuvent participer dans un sport sans dopage. Comme vous le savez, l'USADA a été reconnu par le Congrès américain comme étant l'agence antidopage pour les Jeux olympiques et paralympiques et panaméricains. Nous n'avons pas de juridiction sur les 5 grands sports professionnels qui ont lieu aux États-Unis. Nous sommes en effet une association, une organisation privée à but non lucratif. Nous avons un conseil composé de 10 membres. On est là pour diriger, pour surveiller. On n'est pas là pour faire des enquêtes ou pour surveiller les opérations au jour le jour. Nous avons un budget annuel de 14 millions de dollars. 8,5 millions de dollars américains proviennent du gouvernement fédéral et le reste provient de sources privées, y compris notre propre comité olympique national. Il est essentiel pour toutes les agences antidopage d'avoir une source de revenus permanente et de préférence provenant de plusieurs sources pour être certain que pas une seule source unique met en danger la santé ou la capacité de décision indépendante de l'organisation. Alors, j'ai bien compris que j'étais invité en grande partie parce que nous avons proposé une décision raisonnée sur l'affaire de Lance Armstrong il y a 6 mois. Cela a confirmé ce que de nombreuses personnes avaient pensé depuis de nombreuses années, à savoir que le cyclisme, le peloton du cyclisme avait succombé au dopage et qu'il y avait une culture de corruption dans le sport. Nous avons découvert à travers nos enquêtes que, et c'est à la base de notre décision, et à travers nos enquêtes actuellement en cours, on a découvert que l'époque de l'EPO, de transfusion sanguine, c'était des pratiques courantes dans le sport du cyclisme. Les problèmes actuels dans le cyclisme sont peut-être à la base des auditions actuelles que vous menez. Je pense tout de même que cela va bien au-delà d'un seul sport. La corruption, l'utilisation des produits illicites dans le sport, tout cela est vraiment au cœur de la question du rôle que le sport peut jouer dans l'avenir de la société. Vous avez vu que pour l'USADA, nous cherchons à non seulement protéger les athlètes élites d'aujourd'hui, nous voulons qu'ils puissent participer sans avoir recours aux substances illicites, mais nous cherchons également à protéger la génération à venir de jeunes athlètes. La crise qui a été décrite dans la décision qui a été rendue, ce n'est pas simplement un problème d'image publique pour quelques directeurs de l'UCI ou même pour les sponsors du cyclisme ou pour certains athlètes. C'est le trafic des drogues illicites, la possession illégale, cela aussi, c'est interdit dans de très nombreux pays et cela représente un problème de santé publique et un problème éthique qui atteint nos valeurs et notre avenir, à savoir nos enfants. Ceux qui voudraient utiliser des systèmes de dopage dans le sport ne sont pas limités par les frontières nationales. Comme on a vu dans notre décision, certains athlètes américains ont quitté le pays, certains ont quitté la France et se sont installés dans des pays comme l'Espagne pour s'entraîner et pour prendre des drogues. Ils sont installés dans des pays où, selon eux, ils courraient moins de risques d'être l'objet de contrôles inopinés ou d'enquêtes. Étant donné cela, il est essentiel que pour nous, les agences antidopage, on ne se limite pas non plus aux frontières et que l'on puisse déceler des systèmes
système de dopage et de corruption partout dans le monde. On a un partenariat et une collaboration avec AFLD. Le président est Monsieur Lannes, directeur de laboratoire, et Pierre Baudry, l'ancien directeur. C'était des partenaires essentiels pour nous. On travaille sur les sciences, les questions scientifiques, la façon scientifique de se doper, et ce partenariat est tout à fait essentiel pour nous. Comme vous le savez, au début de notre enquête sur le cyclisme, on avait rencontré Pierre Baudry ici à Paris, ainsi que Robert Bertrand, qui faisait partie de la FLD, et on s'est immédiatement rendu compte qu'on partageait les mêmes objectifs, et ce qui était très important, on avait le même courage pour chercher et établir la vérité, quelle que soit cette vérité. Et très rapidement, on est entré dans un accord de coopération, et finalement, grâce à cette coopération, on pu obtenir les copies des résultats des tests qui étaient publiés tout d'abord par Damien Lessu par l'équipe, journaliste à l'équipe, et nous avons l'obligation de travailler sur, faire la promotion d'un sport sans drogue, et on n'a pas utilisé ces résultats pour simplement faire de la publicité. Nous, quand on a commencé en l'an 2000, on a dit que notre combat contre le dopage devait être mené par une entité, une organisation transparente, indépendante. Il est tout à fait impossible, à notre sens, de faire la promotion et de surveiller votre propre sport de façon efficace. Selon notre expérience, il est important que l'indépendance ne soit pas simplement balayée, que ce soit pas simplement une forme de publicité pour cacher des conflits. Nos directeurs ne sont pas sous l'influence de quelques fédérations sportives, que ce soit même pas par le gouvernement. Et donc, ils n'ont pas d'influence, ils ne subissent pas d'influence politique ou sportive de quelque domaine que ce soit. Et tout notre personnel professionnel respecte un code déontologique très strict qui nous empêche toutes et tous de travailler pour toute autre organisation sportive, le Comité olympique international, que l'on soit payé ou non. Et d'autres restrictions nous sont imposées également. De plus, nous avons une politique de secret professionnel, donc nous ne nous exprimons pas devant la presse, à moins que nous ayons une autorisation spécifique. Et vous imaginez donc les dégâts qui peuvent être provoqués par exemple par le scandale Armstrong si des informations confidentielles avaient été transmises à la presse. Ça met en danger toute enquête, bien entendu, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que les athlètes qui doivent travailler dans un milieu propre, sans drogue, sans dopage, ne vont pas parler s'ils ont peur d'être attaqués dans la presse parce que tout simplement ils s'expriment et ils racontent la vérité. Nous avons donc besoin de protéger, d'appuyer les athlètes qui ne se dopent pas pour qu'ils fassent valoir leurs droits et qu'ils s'expriment honnêtement. Nous n'avons pas non plus d'influence commerciale. Nous n'avons aucune obligation vis-à-vis de sponsors, par exemple. Et nous avons donc une véritable indépendance qui nous donne la liberté de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs sans s'inquiéter d'impact négatif sur les intérêts financiers ou sur les conséquences politiques pour un membre quelconque de notre personnel. Et tout ceci est très clair à la lumière des actions de l'UCI et tout ce que nous avons fait, nous, dans le scandale Armstrong. À chaque pas, l'UCI a cherché à se mettre en travers de notre chemin pour cacher la vérité et n'ont pas respecté leurs obligations de supprimer le dopage et cherchent encore à balayer cette affaire, une affaire qui a eu lieu sous la surveillance de l'UCI. Il est tout à fait inacceptable que l'UCI
l'UCI accepte notre décision, annonce en public, je cite, que des mesures décisives étaient nécessaires, et puis par la suite qu'ils ne prennent aucune mesure. En novembre, le président de l'UCI a déclaré dans la presse, vous trouverez cette déclaration, ils ont dit, lorsqu'ils ont établi une commission d'enquête indépendante, ils ont dit que seul un examen décisif et transparent du passé va permettre de réagir aux critiques. Fin de citation. Or, la seule mesure décisive était prise quelques semaines plus tard quand l'UCI a démantelé cette commission d'enquête indépendante. Quand, justement, à ce moment-là, la commission a commencé à véritablement mener une enquête indépendante, a commencé à se débarrasser des limitations qui lui avaient été imposées par l'UCI. Donc l'UCI joue un jeu d'attente, d'attentisme. Le Tour de France se passe, 6 mois se passent, on attend. C'est de l'attentisme, on attend que la tempête passe. Mais pour les athlètes qui chérissent les valeurs olympiques, le moment de vérité est venu. On ne peut plus attendre. Si on pense vraiment ce que l'on dit en ce qui concerne les valeurs, le fait de ne pas se doper, d'avoir des conditions équitables, l'UCI doit absolument donner suite à ce qu'ils avaient dit. Il faut qu'ils prennent des mesures décisives. Comme vous le savez, à la suite de la publication de notre décision raisonnée, l'UCI a accepté nos conclusions, mais avait fortement critiqué l'USADA et l'AMA également, l'Agence mondiale antidopage. Il y a un certain nombre d'athlètes qui s'étaient présentés pour dire les vérités. Eh bien, le président avait dit que certains des témoins étaient pires que nuls et qu'ils avaient vraiment porté atteinte au sport. Alors, soit ces déclarations ne tiennent absolument pas compte de notre obligation de dire et de respecter la vérité, ou bien cela est dit de façon exprès pour cacher la vérité et pour faire peur aux témoins. Je ne sais pas quelle est la vérité là, mais quand un chef, quelqu'un qui est responsable du sport, s'attaque à un témoin dans la presse mondiale, là, un message très fort qui fait peur est envoyé aux autres pour dire ne parlez pas à votre sport, ne cherche pas à savoir la vérité et pense que le pouvoir de la vérité ne peut que nuire au sport. Comme on l'a dit, on a rencontré Lance Armstrong en novembre 2012 et il pensait enfin révéler toute la vérité et ce n'a pas encore été fait. Alors je ne sais pas s'il va un jour révéler toute la vérité. Je ne sais pas, mais on peut se poser la question de savoir si c'est ce type d'éclat en public, enfin l'explosion de réactions publiques, c'est ce qui l'empêchait de parler davantage. Je ne sais pas. Mais nous pensons, nous sommes convaincus qu'il détient des preuves de l'implication de l'UCI dans cette affaire sordide. Comme vous le savez, en dehors de la transparence, de l'indépendance, l'efficacité, d'après nous, d'après notre expérience aux États-Unis, nous pensons qu'il faut absolument, pour être efficace, avoir des contrôles inopinés en dehors de la saison sportive, avec aussi des tests longitudinaux sur les urines, sur le sang. Il faut tester pour les PO, les MRS, SGH et pour d'autres substances qui ne sont pas sur la liste habituelle. Tout cela doit être fait par une agence indépendante qui n'est pas sponsorisée par le sport. Or, très clairement, le sport, enfin, cette activité est trop sale, trop compliquée pour des organisations. Nous avons pris fait des prises de sang, des échantillons d'urine. C'est un travail difficile. On nous a demandé de tester le Tour de Californie dans les premières années. Je pense que c'est l'événement cycliste le plus important aux États-Unis. Les premières années, on n'a pas testé du tout pour l'IPO. Et comme vous le savez, à partir de notre décision rendue en 2001, l'UCI avait des preuves démontrant que Armstrong avait des échantillons d'EPO synthétiques datant de son Tour de Suisse. C'était des échantillons sur lesquels il y avait beaucoup de soupçons et non seulement ces échantillons n'étaient pas transmis au cours de notre enquête et on avait très souvent demandé qu'ils nous rendent ces échantillons, mais ils n'ont pas fait non plus de tests d'EPO sur les autres échantillons qui étaient apportés par l'Armstrong
même lors du Tour de Suisse. Les programmes doivent également donner une liste exhaustive des substances interdites. Il y a de nouvelles drogues qui apparaissent sur le marché. Il faut en tenir compte. Il faut tenir compte des meilleures pratiques juridiques, sportives au fur et à mesure de leur évolution. Ça doit tenir compte de sanctions, aussi de protection, de procédures de protection pour ceux qui sont accusés d'avoir enfreint les règlements. Et il faut travailler sur l'éducation pour modifier l'esprit, pour éduquer ceux qui sont tentés de tricher. Il faut que les programmes tiennent compte d'investissements dans les recherches scientifiques pour mieux tenir compte, pour mieux déceler de nouvelles techniques de dopage et pour atteindre des niveaux d'excellence en termes d'études scientifiques. Et il faut faire en sorte que non seulement les athlètes qui sont accusés, mais aussi les pourvoyeurs, ceux qui fabriquent les drogues, ceux qui se trouvent en dehors de la juridiction sportive, eux aussi, ils doivent être tenus pour responsables de ce qui se passe. Comme on a vu d'après notre enquête, on peut simplement protéger les athlètes à travers les tests qui sont menés, car on a vu que des athlètes ont des moyens très sophistiqués pour éviter et pour tromper les tests scientifiques. N'oubliez pas, Tyler Hamilton, Floyd Landis avaient été contrôlés positifs. Ne l'oubliez pas. Et finalement, on a porté plainte contre eux en collaboration avec la FL2, avec l'aide de laboratoire dans l'affaire Landis, et on avait apporté les preuves de leur dopage. Mais sans cela, ces deux particuliers, ces deux individus n'auraient jamais peut-être révélé ce qui se passait dans le cyclisme. Finalement, on se bat pour l'âme du sport et cela a vraiment un effet direct sur ceux qui ne se dopent pas. Le mouvement olympique, heureusement, a un groupe d'athlètes très puissant qui se rend compte de l'importance de cette question et qui cherche à s'impliquer davantage dans cette lutte. On est appuyé par ces athlètes car ils nous font confiance pour appliquer les règles de façon équitable à tous les athlètes, y compris ceux qui gagnent énormément d'argent, ceux qui sont des grandes vedettes. Et ils veulent que les fans du sport puissent une fois de plus croire à leurs héros. Nos athlètes olympiques cherchent aussi à se distinguer de ceux qui trichent et malheureusement, leur réputation est souvent ternie par ces luttes, par ces combats. Les athlètes ainsi que les sports eux-mêmes, tout le monde en souffre. N'oubliez pas, ne vous trompez pas, ce n'est pas simplement une affaire l'Armstrong ou de quelques athlètes, mais c'est toute une affaire de culture générale. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir un programme efficace en place pour que les athlètes puissent courir, participer avec intégrité. Aucun programme antidopage n'est parfait, mais d'après notre expérience aux États-Unis, tant qu'un vrai processus efficace ne soit mis en œuvre, les programmes ne seraient jamais efficaces qu'ils ne devraient l'être. Mais il faudrait tout de même avoir le courage de se retrousser les manches et de continuer à avancer et de faire le travail dur et sale qui est nécessaire pour le bien du sport et pour ceux qui ont décidé de protéger ceux qui ne se dopent pas. Pour terminer, je voudrais remercier cette commission pour votre temps, pour l'intérêt que vous portez à cette question de déontologie et de santé publique et je vous remercie d'avoir partagé avec vous les expériences de l'USADA. J'espère aussi que vous allez pouvoir prendre des mesures décisives et présenter à l'USADA ses responsabilités, le mettre devant ses responsabilités, car les athlètes qui ne se dopent pas dans le monde attendent cela de vous et ils le méritent. On espère que nous allons pouvoir travailler avec la LFD et j'attends avec plaisir vos questions, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Président. Je vais dans un instant demander au rapporteur d'intervenir, mais permettez-moi de commencer le questionnement en entrant dans les détails. Puis-je vous demander combien de contrôles annuels vous effectuez-vous, combien ont lieu hors compétition, combien ont lieu en compétition? Sur quelle base effectuez-vous ces contrôles? Est-ce que c'est le hasard qui vous conduit à tester plus ce sportif-là qu'un autre? Est-ce des soupçons que vous pouvez
éprouvé à la vue de performances quelque peu surprenantes de tel ou tel athlète? Est-ce sur la base d'informations, appelons ça comme ça pour l'instant, qui vous sont données, qui vous permettent de dire bon, on va faire un contrôle dans tel sport sur tel athlète, tel ou tel athlète? Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette question. Alors, 8 000 tests, 8 000 contrôles sont faits peu ou prou par an. Notre objectif est d'en faire 65% de ces 8 000 contrôles en dehors de la saison de compétition. Donc, des contrôles inopinés. En fait, 70% sont des contrôles inopinés en dehors de la saison de compétition. Tout cela est fait sur une base stratégique. On fait une hiérarchisation du sport au risque moyen, risque faible. On fait des catégories, on crée des catégories de sport et donc on surveille les athlètes et on regarde un certain nombre de facteurs, y compris leur performance, le fait qu'ils quittent le sport, les blessures qu'ils subissent. Ce sont des éléments logiques, tout à fait logiques, que nous qui voulons protéger les athlètes qui ne se dopent pas, ce sont des facteurs qui nous permettent de diriger à bon escient nos ressources limitées pour être tout à fait efficaces dans nos contrôles antidopage. Nous pouvons aussi recevoir des informations à travers des sources anonymes, un email par exemple, où nous avons un numéro de téléphone que l'on peut appeler. Et là, on encourage les entraîneurs, les athlètes qui veulent défendre le sport sans dopage pour qu'ils justement s'exprimer de façon tout à fait confidentielle. Ils nous appellent sur cette ligne et très souvent on reçoit des informations qui nous permettent de soit lancer des contrôles ou bien on mène des recherches ou d'autres types d'enquêtes. Car malheureusement, nous avons vu que les contrôles aléatoires sont moins efficaces que de profiter d'informations. Le fait que l'on puisse apporter des contrôles positifs non analytiques, le fait de pouvoir utiliser des informations stratégiques, tout cela nous aide en fait à bien diriger nos contrôles. Bien, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Monsieur le Président, nous voudrions vous adresser toutes nos félicitations pour l'indépendance, pour la détermination, pour la ténacité dont vous avez fait preuve dans cette enquête concernant l'affaire Armstrong. Et pour reprendre une expression ministérielle récente, vous avez réussi à apporter la preuve que le plus grand des champions était le plus grand des tricheurs. Donc merci pour votre contribution à la lutte contre le dopage. Je voudrais commencer par une question sur le fonctionnement de l'USADA. Quels sont vos pouvoirs dans le domaine de la prévention, dans le domaine des contrôles, dans le domaine des sanctions? Est-ce que vous avez également une responsabilité dans le domaine de la recherche? Et si oui, êtes-vous en relation avec des universités? Et je voudrais savoir dans quel laboratoire les échantillons qui sont prélevés par l'USADA sont-ils analysés, sont-ils examinés? Thank you for your question. Je vous remercie pour votre question. Sur la question de la prévention, nous avons en fait une stratégie en deux parties. La première partie consiste à garantir que les grands athlètes qui font partie d'une liste d'athlètes permanents, si vous voulez, 3 000 athlètes et nous avons 500 qui font partie d'un registre de contrôle au niveau national. Mais nous voulons toujours nous renseigner sur ce qui est interdit, nous renseigner sur où se trouvent ces drogues, comment ces drogues interdites peuvent être utilisées pour des moyens thérapeutiques. Donc on essaie de trouver les outils nécessaires pour mettre en place en fait le programme qui existe sous l'égide de l'AMA. Nous avons deuxièmement un programme qui
cherchent vraiment à changer le comportement et le point de vue des uns et des autres, faire en sorte que les athlètes prennent la bonne décision en ce qui concerne leur participation, leur performance, comment ils vivent, ce qu'ils mangent, pour que ces personnes soient de bonnes personnes. Et nous savons que, bon, les statistiques aux États-Unis sont très claires. La probabilité que des dizaines de millions de jeunes participent à des sports, et qu'ils atteignent un niveau olympique ou au niveau professionnel, c'est très, très petit par rapport à tous ceux qui jouent à un niveau amateur. Donc, on comprend tout à fait que ces personnes vont faire autre chose dans leur vie. Mais les leçons que l'on apprend quand on est jeune athlète, ce sont des leçons pour la vie. Et s'ils apprennent de mauvaises leçons, eh bien, ce n'est pas bien. S'ils apprennent que l'on peut tricher sans problème, si tout le monde trichait, si c'est bien pour le sport, eh bien, c'est bien pour la vie. C'est bien dans la vie entrepreneuriale, dans la politique. Et donc, nous pensons qu'il est absolument essentiel d'avoir une influence positive sur ces forces, si je puis dire, qui font que, au bout du compte, les enfants puissent être amenés à prendre de mauvaises décisions. En ce qui concerne la recherche, on donne à peu près 2 millions de dollars par an à la recherche. Nous avons monté un partenariat avec les sports professionnels aux États-Unis. Nous travaillons avec la Ligue de football, avec le baseball, et nous donnons à peu près 2 millions de dollars par an. On essaie de travailler avec les universités, mais nous avons aussi une certaine latitude, une marge de manœuvre pour se tourner là où il se trouve le plus d'innovation. Donc, on travaille avec des PME, avec des organisations qui veulent participer à cette lutte contre le dopage. C'est un objectif très noble à notre sens. Il faut travailler là-dessus. En ce qui concerne les sanctions, nous n'avons pas de loi pénale que l'on puisse mettre en œuvre. Cela n'existe pas aux États-Unis. La situation peut être différente en France. Je ne sais pas. Nous avons des lois qui couvrent le trafic et la distribution de certaines de ces substances, de certaines de ces drogues. Et donc, le fait d'utiliser une drogue illicite pour participer, pour tricher, eh bien, ce n'a rien d'illégal. Mais le fait de distribuer, de fournir ces drogues, oui, c'est un délit pénal. Notre organisation existe pour faire appliquer les règlements sportifs et grâce à nos accords en privé avec les athlètes, ils sont d'accord à travers des contrats privés pour mettre en place, pour respecter en fait le code AMA. Et donc, ils adoptent et mettent en place les codes, les règles de l'Agence mondiale antidopage. Et voilà, c'est exactement ça que l'on met en œuvre. Quels sont les produits que vous recherchez en général ou prioritairement? Et quels sont les produits que vous trouvez le plus? Est-ce que vous avez également des commentaires à exprimer sur la liste des produits interdits telle qu'elle a été fixée par l'Agence mondiale antidopage? Et quel est également votre point de vue sur les AUT, les autorisations à usage thérapeutique de ce type de substances? L'utilisation de drogues, substances illicites conçues sur mesure, c'est un sujet qui nous préoccupe toujours. On parle de substances basiques, les PO, les hormones de croissance, il y a des corticoïdes anabolisants. Bon, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à travers nos enquêtes sur le cyclisme, nous avons appris que en ce qui concerne le peloton, il n'était pas en train d'essayer de nouvelles substances illicites, car justement, ils avaient peur. Ils ne savaient pas en fait quelles étaient les substances que nous, on pouvait identifier. Et vous verrez dans notre décision, on a parlé des contrôles positifs qu'on avait identifiés.
et le peloton était très inquiet du fait qu'on avait, nous, identifié cette nouvelle forme DPO, car, en fait, nous, on avait développé un contrôle efficace contre cette nouvelle forme DPO et à partir des Jeux olympiques de Beijing et puis sur le Tour de France, des échantillons, des prélèvements ont été testés de nouveau et on a contrôlé positif sur certains prélèvements. Et le peloton était vraiment furieux que ces règlements non dits ont été violés. En fait, n'utilisez pas des biosemblables, utilisez les drogues pour lesquelles on sait faire des recherches, mais il faut les utiliser d'une façon qui minimise le risque de se faire contrôler positif. Et donc, quand les transfusions sanguines sont utilisées avec des micro-dosages sur les PO pour garantir que les niveaux, les microdoses d'EPO qui ont été assimilées ont quitté le système avant l'heure du contrôle, eh bien, voilà, c'est ce qu'ils cherchaient, eux, au niveau du peloton. Mais nous, on donne de l'argent pour toujours chercher, aller plus loin pour identifier ces drogues interdites. Il faut en fait des catégories, des classifications de substances et pas simplement une liste exhaustive, car vous avez des produits qui sont faits sur mesure. On a vu à PAMCO, de nombreux athlètes sont partis pour recevoir le THG qui avait été fabriqué sur mesure. Et en fait, si cette substance ne figurait pas sur la liste de l'AMA, eh bien, cette substance pouvait être utilisée et ça ouvre grande ouverte la porte aux athlètes qui peuvent aller chercher des chimistes qui vont dans leur laboratoire et qui élaborent des substances qui se font financer pour développer des anabolisants, des stéroïdes extrêmement puissants. Parce que si les règles ne sont pas bien écrites et si la liste n'est pas tout à fait exhaustive, eh bien, ces drogues que peuvent être utilisées sans conséquence. Et nous pensons que c'est vraiment une autorisation très claire aux athlètes d'aller utiliser ces substances. Nous avons dit déjà en 2005, après l'épisode Balco, qu'on avait peur qu'on atteignait les frontières des systèmes de dopage sophistiqués, à savoir que les médecins et les sportifs cherchaient à trouver des moyens d'exploiter le processus médical et par ce moyen donner aux athlètes des substances qui amélioraient nettement la performance des athlètes. Un exemple, c'était un médecin qui avait cherché à justifier l'utilisation de testostérone sur un athlète mâle, un homme qui avait 28 ans, un grand athlète, et puis il a pris énormément de poids. Et il est passé d'un classement très bas en termes de performance dans le pays et il est devenu un des premiers athlètes. On a fait une enquête, on a trouvé qu'il prenait du testostérone et que l'objectif est de lui permettre de jouer, de participer dans des sens au sport au plus haut niveau. Et nous pensons donc que ce n'est pas simplement la liste des sports des drogues qui est importante, mais aussi la façon dont les contrôles sont mis en œuvre et l'AMA, le rôle de l'AMA à ce titre est absolument essentiel. Madame Michel. Oui. J'allais dire Madame Danielle Michel. Est-ce que vous pensez que les fédérations sont suffisamment indépendantes pour sanctionner leurs propres athlètes? Est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter une sanction pénale à une sanction sportive? Ça, c'est pour le côté punition. Mais pour le côté prévention, vous avez dit que vous travaillez sur des programmes pour changer les comportements. On sait tous que changer les comportements, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce programme-là?
Nous croyons fermement qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de faire à la moins la promotion et de faire la police, la surveillance de son sport. Le système actuel peut fonctionner et peut être efficace si les sports qui font partie du programme AMA renoncent à un certain degré de contrôle qu'ils souhaiteraient avoir. Et vous pouvez regarder les exemples différents entre l'IWMF et son travail avec nous sur l'épisode Palco et toute la réussite que nous avons pu obtenir à travers cette affaire. Et cela, vous le comparez avec l'UCI et son attitude vis-à-vis de nous, vis-à-vis du cyclisme et ce qu'ils font actuellement, aujourd'hui. Et donc, je pense que, étant donné les structures actuelles, je pense que les choses peuvent fonctionner, mais c'est difficile, notamment quand le sport lui-même ne souhaite pas renoncer à son contrôle pour des raisons logiques. Il ne souhaite pas renoncer à un certain niveau de contrôle. Votre question sur les sanctions pénales, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de solution facile. C'est une réponse à double tranchant, en fait. On a vu que le sport peut découvrir ce type d'abus monstrueux des règles. Il a fallu beaucoup de temps, mais on l'a fait aux États-Unis. C'est un facteur positif que l'on a vu. On a vu que des agences telles que les nôtres peuvent y arriver, et donc à quoi bon avoir des sanctions pénales en plus des règles de l'association sportive ou sportive. Alors, est-ce que on peut aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller plus loin? C'est une très bonne question. On n'a pas encore décidé de comment on devrait avancer. Je pense que le sport, on a vu quand il y a vraiment la détermination, la volonté, le sport lui-même peut régler ses propres affaires, mais on pourrait peut-être avancer plus facilement si on avait vraiment des sanctions pénales à notre disposition. Sinon, en ce qui concerne le comportement des gens, eh bien, c'est difficile. Nous avons un petit budget. Vous savez que les jeunes aujourd'hui, ils lisent le message. Aux États-Unis, nous avons une industrie de compléments alimentaires, par exemple, qui vaut 28 milliards de dollars. Vous voyez donc des jeunes qui se promènent sur les terrains de foot, autres, qui avalent un peu n'importe quoi pour qu'ils puissent courir plus rapidement, sauter plus haut, etc. Vous voyez aux États-Unis des athlètes très célèbres, très connus. Eh bien, tous les jeunes veulent être cette personne-là et faire presque n'importe quoi pour y arriver. Donc, le message est difficile. Il faut qu'on se mette en contact avec les parents, qu'on ait un moyen de communication avec les parents. Si on leur dit simplement qu'ils doivent avoir une approche équitable, honnête, et s'ils perdent, eh bien, c'est difficile. Qui va être honnête et perdre par la suite? Personne ne veut faire cela. Donc, ça, c'est pas le bon message. Mais on peut leur dire que si les règlements sont adéquats, eh bien, ils peuvent jouer, en profiter et gagner. Mais c'est très difficile pour nous car nos ressources sont très limitées. Monsieur le rapporteur. Souhaiteriez-vous, par souci d'indépendance, que l'AMA ne soit plus financé par le mouvement sportif, par les fédérations internationales, mais exclusivement par les États? Je pense que le partage de sources de revenus, cela convient. Si tout dépendait uniquement des États, il y aurait des influences politiques et l'organisation aurait du mal à prendre des décisions. Je sais qu'aux États-Unis, et je l'ai déjà dit, nous avons différentes sources de revenus et donc, bon, c'est le gouvernement qui apporte 55% de nos revenus. Et nous avons vu dans l'affaire Armstrong, on a vu les liens
Pardon, on a vu jusqu'où iraient les athlètes connus pour qu'on ne puisse plus s'exprimer. Ils sont allés au Congrès pour mettre les freins sur nos activités. Leur objectif, leur souhait était que l'on se taise et il y a même des membres du Congrès qui ont introduit des projets de loi pour qu'on arrête notre travail. Nous, on était tout à fait engagés au niveau de notre engagement juridique, mais on avait aussi d'autres sources de revenus qui nous permettaient de survivre au cas où le Congrès déciderait d'arrêter notre financement. Et je peux vous dire qu'on a dépensé moins de 50 000 $ de l'argent du contribuable sur l'enquête Armstrong, 50 000 $. Mais je pense que le fait d'avoir plusieurs sources de revenus apporte une indépendance financière qui est tout à fait bénéfique pour les agences antidopage. Malheureusement, l'argent doit venir de quelque part. Et donc, qu'il s'agisse d'un mélange de sources privées et publiques, eh bien, je pense que cela peut fonctionner et cela a justement fonctionné jusqu'ici aux États-Unis. Dans la décision que vous avez prise concernant Lance Armstrong, vous avez pris une sanction sans preuve scientifique directe, mais à partir d'une multiplication de témoignages qui allaient dans le même sens. Est-ce que vous pensez que ce type de décision va devenir ou doit devenir plus courante, pour ne pas dire la règle? Je pense que c'est déjà courant. Et juste pour vous apporter un peu de détails à votre question, on avait justement des preuves scientifiques, mais on n'avait pas de résultats positifs dans le sens traditionnel avec un échantillon A plus B, mais on avait retravaillé des prélèvements pris en 1999. On avait les données de passeport longitudinal de 2009 et 2010 qui démontraient que les résultats étaient dus il n'y avait qu'une chance sur 1 million que les résultats étaient dus à autre chose. Et donc, on a pu établir qu'il y avait très peu de chances que l'on se trompait. On a 20% de nos affaires résolues, 20% qui sont le résultat d'un résultat adverse analytique. Et je pense donc que c'était un point de vue très puissant pour nous qui vraiment faisait la preuve de cette conspiration de dopage. Ce sont des affaires, ce type d'affaires représente à peu près 20% des affaires sur lesquelles on travaille. Et si on regarde le code AMA, la plupart des délits sont fondés sur autre chose qu'un résultat positif adverse analytique. Et donc, quand le code AMA est entré en vigueur, les affaires de possession, de trafic, de distribution, d'utilisation, eh bien, tout cela peut être démontré uniquement par autre chose que ou en collaboration avec un résultat positif analytique adverse. Quel est en moyenne le quantum des sanctions prises par l'USADA et existe-t-il au sein de l'USADA une commission spécifique pour prendre des sanctions sur la base des preuves que l'agence a réunies? Alors, nos règles sont tout à fait conformes au code AMA. Donc, pour un premier délit, pour l'utilisation d'une substance illicite, on peut imposer une sanction de 4 ans, d'interdiction de 4 ans. S'il y a des circonstances aggravées, on peut lancer un avertissement public, si on parle d'une substance qui est interdite. En ce qui concerne
concerne la distribution, le trafic, c'est un minimum de 4 ans, allant jusqu'à une interdiction à vie. Et là, comment on fait notre choix? Eh bien, cela est basé sur le nombre de fois que la personne a distribué, a utilisé, etc. Armstrong a été interdit à vie. Les médecins également ont été interdits à vie car justement ils ont enfreint de façon aggravée le règlement donc des différents types de drogues, de substances illicites, différentes formes de trafic, de cacher l'affaire de très nombreuses fois, distribution. Armstrong, on lui a donné l'occasion de faire partie de la solution et il aurait pu éviter peut-être, enfin on aurait pu réduire l'interdiction à vie, mais enfin il n'a pas fait. Nous lançons un avertissement à l'athlète qui est accusé. On lui donne un avertissement de tout ce qu'il encourt. Par la suite, nous avons une commission indépendante qui revoit le processus. Ce sont des personnes que l'on nomme qui passent en revue l'affaire. Ce ne sont pas ces personnes-là qui prennent la décision finale. Ils font une recommandation et ce n'est pas forcément une recommandation au niveau des sanctions, mais simplement pour dire si oui ou non il y a suffisamment de preuves pour continuer le processus. Et par la suite, sur la base de leurs recommandations, on décide si on veut poursuivre la personne en question. Et là, on précise les sanctions que l'on va demander. Et donc, dans le cas d'Armstrong, on lui envoie une lettre disant on va demander une interdiction à vie contre vous. À ce moment-là, l'athlète peut accepter les accusations qui sont portées contre lui ou peut demander que l'audition n'ait pas lieu ou bien il peut contester l'accusation et la sanction. Il peut contester les accusations elles-mêmes ou il peut accepter le délit, réfuter les accusations et tout cela est mis devant une cour d'arbitrage, un panel d'arbitrage qui finalement va prendre les décisions pertinentes. Armstrong, lui, il a utilisé tous ses droits de ne pas contester les sanctions qu'on lui avait soumis par écrit en lui expliquant que s'il ne contestait pas ces sanctions, eh bien, il allait subir ces sanctions, à savoir l'interdiction à vie. N'est-ce pas dû au fait que, dans la procédure américaine, la notion de parjure joue un rôle dissuasif évident? C'est du moins mon point de vue. Mais... I think, nous pensons, et tout cela est étayé par les preuves, il avait déjà menti sous serment concernant le dopage. Et cela nous a donné un argument basé sur la fraude et le fait qu'il cachait la vérité. Et donc, aux États-Unis, selon notre loi, on a déjà eu d'autres affaires semblables, mais quant à Armstrong, puisqu'il avait menti sous serment, ça mettait beaucoup de pression sur Armstrong. Il ne pouvait pas se présenter devant nous sous serment et mentir une deuxième fois. Et il était quasiment obligé de dire toute la vérité. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il avait fait ses calculs. Il s'était dit que au moment où il refusait de se présenter devant nous et de dire la vérité, il s'est dit qu'il pourrait dire ce qu'il avait annoncé, à savoir de nous mettre en situation de faillite et de ne faire chuter, de faire tomber notre organisation. Il est allé au Capitole, il s'est tourné vers les médias, il a fait tout ce qui était à sa portée pour nous démolir et ce n'a pas marché. Donc, quelles étaient les options qui lui restaient? Eh bien, de se présenter comme martyr d'une procédure qui était déformée et malhonnête. Et dans une certaine mesure, cela a un peu
fonctionné. Et ceux d'entre nous qui connaissent le sport en connaissaient la vérité, mais c'était seulement à travers nos procédures et quand on a rendu notre décision avec toutes les preuves qu'on en a apportées, avec les archives financières, avec les résultats des prélèvements, avec les témoignages des témoins oculaires, 26 témoins oculaires qui étaient là, qui se sont présentés, qui ont dit la vérité. Là, il s'est rendu compte que sa première décision de ne pas venir nous voir quand on lui avait donné cette opportunité au mois de juin, et là, il a compris qu'il s'était trompé. Monsieur le Président, je souhaite vous interroger sur l'UCI. Dans votre décision, outre les rapports de l'Agence mondiale antidopage et les rapports de l'Agence française de la lutte contre le dopage, est-ce que vous disposez d'éléments concrets apportant la démonstration que Armstrong a bénéficié de protection du côté de l'UCI, à côté donc de ce qui figure dans votre décision? Eh bien, il y a tout un faisceau d'éléments dans notre décision qui suscitent des interrogations. Et on a justement une enquête qui est encore en cours. Et bien entendu, je ne peux pas en parler devant vous aujourd'hui, mais regardons quelques faits, quelques éléments que nous avons publiés. Tout d'abord, si on regarde les prélèvements pris en 2001 sur le Tour de Suisse, l'UCI a maintenant reconnu le fait qu'ils avaient cachés ou n'ont pas fourni ou ils n'étaient pas au courant de plusieurs prélèvements qui leur avaient été signalés par le laboratoire comme étant suspicieux, qui éventuellement comportaient de l'EPO. 2002 aussi, un prélèvement suspicieux du Dauphiné, là aussi des soupçons sur l'EPO, et on savait qu'en 1999, ils avaient 6 prélèvements pris au Tour de France qui avaient été contrôlés positifs selon les techniques de l'époque, et là, ils n'ont pas réagi non plus. Ils savaient à l'époque que Armstrong travaillait avec Michele Ferrari, qui était un médecin qui avait été déjà convaincu de dopage, de fraude, d'avoir fourni de l'EPO aux athlètes en Italie. Et oui, d'accord, cette décision a été renversée pour des raisons de procédure, mais l'UCI avait accès au dossier. Ils auraient pu regarder ce que Ferrari faisait à l'époque, et tout le monde savait qu'il avait des relations avec Armstrong. Et ils ont accepté de sa part des paiements en liquide, en cash. Ils l'ont dit. À l'époque, ils étaient au courant des résultats où il y avait un doute sur l'EPO. Et ils n'ont pas donné suite à aucun de ces facteurs. Quand les résultats de 1999 sont sortis, ils n'ont rien fait. À la place, ils ont créé une commission indépendante qui n'a pas cherché à savoir quoi que ce soit, qui a simplement répondu à quelques questions et qui a blanchi toute l'affaire. Ensuite, ils lui ont permis de participer, ce qui violait ses propres règles de non-participation à une compétition pendant 6 mois. Après, ils n'ont pas envoyé des prélèvements de sang à un panel expert. C'était les mêmes prélèvements qu'ils ne voulaient pas nous donner qu'on a finalement obtenu à travers l'AMA. Et nos prélèvements, enfin nos tests experts ont démontré qu'il y avait une chance sur 1 million que ces résultats étaient dus à autre chose en dehors du dopage. Alors, très clairement, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour mettre des obstacles sur notre chemin pour empêcher notre enquête. Ils ont refusé de nous transmettre des résultats de contrôle. Ils refusent encore de le faire. Il y a des prélèvements pris sur 3 coureurs qui faisaient partie de l'équipe d'Armstrong. Ils ne veulent pas nous les transmettre. Si vous regardez aussi le rapport qui a été fait en 2010, et c'est un rapport qui a fortement critiqué les techniques de prélèvement de l'UCI pendant le Tour de France. Et
Et immédiatement après, les données concernant le passeport de l'athlète ont été publiées. Ces informations ne sont même pas transmises aux associations sportives nationales, mais tout cela a été donné aux athlètes et aux équipes. Discuter avec les équipes, avec les coureurs, ils vont dire que c'est pour qu'ils puissent être au courant de leurs valeurs, pour qu'ils puissent les manipuler par la suite. Si vous regardez le timing, le moment des prélèvements, trop de prédictibilité. Le fait que certains coureurs sur lesquels il pesait des soupçons, eh bien, ils n'ont pas été contrôlés du tout, ou très très peu. Ils avaient 3 coureurs sur lesquels il pesait beaucoup de soupçons et ils n'ont pas testé une seule fois ces 3 coureurs pendant le Tour de France de 2010. 30% des prélèvements dans le Tour de France en 2010 n'étaient pas contrôlés pour les PO. Le Tour de Canada, le Tour de Californie, aucun test contrôle n'a été fait sur les PO. Ils ont fait que quelques analyses cherchant le testostérone sur quelques prélèvements. Floyd Landis a été testé pour cette substance connue, mais ils n'ont fait que 25 prélèvements pour trouver le testostérone pendant ce Tour de France. Et la conclusion de ce rapport de l'IO, c'est que l'UCI doit mettre en place une stratégie de prélèvement, de contrôle qui doit être radicalement différente. C'était en 2010. Et donc, si vous regardez toutes les questions qui sont soulevées par notre décision que nous avons publiée et aussi par le rapport LIO, tout cela fait que nous qui aimons le cyclisme et qui aimons aussi le sport en général, nous devons faire pression sur l'UCI pour que justement ils prennent des mesures décisives pour répondre à ces critiques. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est de démanteler la commission indépendante qu'ils avaient créée dès que cette commission justement commençait à exercer un tout petit peu d'indépendance. Est-ce que vous pensez que l'UCI est encore crédible et qu'elle peut continuer à exercer une autorité sur le Tour de France? Est-ce que vous pensez également que Pat McQuaid devrait démissionner? Et puis, nous allons auditionner le président de l'UCI bientôt. Est-ce que vous auriez une ou 2 questions à lui poser? Est-ce que vous pourrez créer une procédure juridique qui me permettrait d'être là lors de l'audition de Pat McQuaid? J'ai beaucoup de questions à lui poser, sous serment, bien entendu. Alors, ce n'est pas à moi ou à l'USADA de dire qui devrait diriger telle ou telle organisation. Notre rôle est de défendre les athlètes qui ne se dopent pas, qui travaillent pour l'intégrité du sport. Et nous pensons que les leaders de ce sport en particulier failli à ses obligations d'avoir un sport sans dopage. Et lorsqu'en 2012, quand ils ont accepté notre décision, ils ont reconnu, et je cite leur déclaration de presse, ils ont dit qu'il fallait prendre des mesures décisives. Je peux vous apporter les articles de presse. Ils ont dit qu'ils devaient prendre des mesures décisives. Et depuis 6 mois, ils ne font rien du tout. Et comme je l'ai dit, la seule chose qu'ils aient faite, c'est de démanteler la commission indépendante qu'ils avaient créée parce que finalement, la commission a décidé de se libérer et de faire quelque chose et d'agir de façon indépendante. Donc, si vous avez les moyens d'empêcher que l'UCI contrôle les prélèvements, dépistage et contrôle sur le Tour de France, eh bien, allez-y. Moi, je ne leur permettrai pas de le faire. L'UCI a l'autorité de mener à bien ces dépistages et leur système a beaucoup de défaillances et aucune agence antidopage crédible
l'USADA, l'agence française, elles n'auraient jamais permis à de telles défaillances de se produire. Et ce sont ces lacunes-là qui font que les athlètes malhonnêtes peuvent continuer sans être perturbés dans leur façon malhonnête. Je change un peu de question, mais tout est lié à l'étude qui est la nôtre en ce moment. Puis-je vous demander quelles sont les relations avec le département de la justice américain, avec les forces de police? L'échange d'informations est-il courant entre l'USADA et les forces de police, par exemple? Vous voyez que nous sommes curieux, mais si vous pouvez nous répondre, ça nous fera très plaisir. Ce sera utile. Oui, alors on est tout à fait séparés, une organisation distincte de ces organisations que vous avez mentionnées, Monsieur le Président, mais si on voit des preuves de délit fédéral, qu'un délit quelconque et que les personnes que l'on représente, à savoir les athlètes qui ne se dopent pas, sont lésés, eh bien on présente ces preuves devant le bureau, devant l'organisation pertinente. Nous, on se met à la place des victimes. On est là pour aider, pour représenter les victimes, ceux qui souffrent de la distribution de ces drogues illicites. Et donc, à tout moment, on est là pour essayer d'influencer ce qui se passe et d'aider ou prêter notre voix aux différentes organisations de justice aux États-Unis qui, elles, ont compétence pour enquêter. Alors, c'est ça va en sens unique, en fait, parce que la loi américaine travaille en collaboration avec le code AMA et l'UNESCO. Des informations peuvent être partagées, en fait. Comme vous avez compris dans l'affaire Armstrong, on savait que le gouvernement fédéral avait mis au point, enfin, avait développé tout un corpus de preuves sur le dopage, mais finalement, on n'a jamais pu mettre la main sur ces documents, malgré tous nos efforts. Et au bout du compte, on a réussi à interviewer le nombre de témoins que j'ai cités tout à l'heure, et je pense que le gouvernement fédéral a dû aussi auditionner un certain nombre de témoins, peut-être plus que nous. Donc, tout cela a été plutôt frustrant, mais nous avons eu également des affaires Opération Raw Deal, Gear Grinder, Balco, et là, les relations ont été extrêmement efficaces et dans le cadre juridique, là on a obtenu des documents qui ont pu appuyer nos enquêtes. Alors, c'est pas devant ce qu'on appelle le grand jury, le grand jury, donc non, là on n'a pas droit de citer en quelque sorte, on n'a pas le droit de recevoir des informations, mais sinon nous avons un bon niveau de collaboration, de partenariat. Dans l'affaire Armstrong, ça a été difficile, mais dans d'autres affaires, les choses ont été plutôt positives. J'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir continuer à collaborer avec ces organisations. Madame Danielle Michel. Est-ce que vous pensez que l'AMA est efficace? Et que feriez-vous pour renforcer ses pouvoirs? Et plus généralement, comment la lutte contre le dopage pourrait être améliorée? De façon générale, je pense que oui, ils ont été efficaces à l'AMA. Depuis 10 ans, la lutte a été très dure, mais n'oubliez pas qu'avant 2004, lorsque le code AMA a été mis en place, il s'était passé presque rien du tout. Très peu de choses avaient été faites par les différentes organisations sportives pour empêcher l'infiltration de ces cultures de substances illicites et beaucoup d'argent, des tentations absolument immenses
ce qui fait que les athlètes se justifient dans leurs mauvaises décisions, dans leur utilisation de produits dopants. Et donc, je pense que l'AMA a donné au monde toute une série de règlements uniformes qui donnent une direction et des sanctions qui peuvent être imposées dans le monde entier. Vous avez une liste exhaustive de produits dopants, des partenariats avec des organisations de l'ordre, de la police. Je pense qu'ils ont été très efficaces. La faiblesse dans le système est le fait qu'ils doivent compter sur la qualité ou la mauvaise qualité de certains programmes. Et soyons honnêtes, la FLD et l'USADA se situent à un niveau et l'IWLF se trouve à un autre niveau. Mais vous avez, pardon, au même niveau, mais vous avez d'autres pays qui sont très très loin du compte. Et tout cela est vraiment frustrant pour les athlètes. Et c'est la plainte, le problème que l'on entend le plus souvent de la part des athlètes. Ils sont très heureux de nous dire où ils se trouvent dans le monde, de subir des contrôles, les analyses, etc. Ils sont demandeurs, c'est très bien. Et il est vrai que dans une certaine mesure, les procédures sont intrusives. Voilà. Je le sais, il est très difficile de respecter les obligations qui sont imposées en termes de contrôle antidopage. Mais ils vont le faire, ils le font, pourvu que les gens qui trichent respectent les mêmes normes. Et les pays qui vivent dans ces pays doivent bénéficier des programmes de même niveau, car on suppose qu'ils n'utilisent pas de produits dopants. Et ils ont besoin des protections qui sont apportées par le Code AMA. Par exemple, quand il y a qui sont posées, ils doivent pouvoir se baser sur des normes, des programmes cohérents, etc. Et malheureusement, cela ne se passe pas souvent comme ça devrait se passer. Donc le problème, quelque part, c'est au niveau des entités qui constituent l'AMA, et ces entités ne sont pas toujours à la hauteur, je dirais. Monsieur le rapporteur. Oui, deux dernières questions. Tout d'abord, je voudrais savoir si l'USADA va prendre une décision ou envisage-t-elle de prendre une décision concernant Yohann Brunel. Y a-t-il un problème particulier qui se pose, un problème de territorialité, par exemple? Et si oui, faudrait-il que l'UCI intervienne? L'interprète n'avait pas entendu la première partie de la question. L'interprète n'a pas entendu le nom. Je demandais si l'USADA envisageait de prendre une décision concernant Yohann Brunel. Directeur sportif. Et une dernière question, je voudrais savoir quel regard vous jetez sur le dispositif antidopage français et de manière plus précise, enfin c'est une question annexe, quelles informations l'USADA a transmises à la FLD concernant Gianni Longo? Pour ne pas revenir et vous poser une dernière question après les dernières questions, j'aimerais qu'on ajoute aux questions de monsieur le rapporteur une question sur le fait que vous nous donnez vos sentiments, si vous estimez qu'une procédure vérité et réconciliation serait aujourd'hui nécessaire dans le cyclisme. On a commencé par le cyclisme, on finit par cette question plutôt optimiste. Je ne peux pas faire de commentaires spécifiques sur l'affaire Brunel. De façon générale, le désir, le souhait de l'USADA est de faire en sorte que toutes les affaires en attente soient résolues dans les meilleurs délais. Au bout du compte, ce sont les membres de la Cour d'arbitrage qui rendent des décisions sur tout ce qui est procédure, etc., tout ce qui constitue un litige. Nous espérons
également qu'il y aura des auditions publiques si des auditions doivent avoir lieu, des auditions sur les mérites de l'affaire, à savoir si donc l'athlète ou si l'entraîneur souhaite que cette affaire se passe publiquement. Concernant le système français, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question car je ne connais pas à fond votre système. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons bénéficié d'un niveau très élevé de soutien, à commencer par Pierre Baudry. J'ai parlé de notre accord de coopération que nous avions établi et Pierre Baudry a fait beaucoup, secrétaire général et également Robert Bertrand. Ensemble, ils ont fait beaucoup pour faciliter notre travail au niveau de la gendarmerie et au niveau d'autres organisations de la justice dans l'affaire Armstrong. Et l'aide que l'on a reçue de la part de la France de ces organisations, c'était absolument fantastique. On ne pouvait pas demander plus. On aimerait bien avoir Pierre Baudry chez nous, aux États-Unis, pour que l'on puisse avoir accès justement aux personnes bien placées, ce qui pourrait faciliter notre travail et nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces dans nos enquêtes. Alors, tout ça continue avec Bruno Genevois. J'ai parlé des prélèvements de 1999 et les lois ont changé, ce qui ont permis de partager directement les résultats de ces prélèvements. Et cela constituait des preuves très puissantes. Concernant Jeannie Longo, il faudrait que je revienne au dossier. Je sais que nous avons fourni quelques informations que l'on avait reçues à travers une enquête, je pense, sur une enquête sur la distribution DPO, un centre de distribution DPO qui aurait pu impliquer quelqu'un avec Jeannie Longo, avait une association. Mais bon, ça, il faudrait que je revienne sur le dossier pour vous donner une réponse complète et précise sur ce point. Et si cela fait partie de votre juridiction, et si vous avez une question précise, je peux vous apporter une réponse précise. Pour terminer sur une note plus positive, nous pensons que le cyclisme vaut la peine d'être sauvé, sauvegardé. Il faudrait donc donner de l'espoir aux athlètes. Nous pensons qu'une procédure, un process de vérité, de réconciliation, enfin bon, d'immunité partielle ou complète. Enfin bon, quoi qu'il en soit, les coureurs devraient avoir l'occasion de se présenter, de parler, de dire la vérité. C'est grâce à cela que nous avons pu parler de ce problème, d'exposer l'ampleur du problème. Nous pensons que c'est la seule façon de vraiment s'attaquer à la racine du problème sans simplement pénaliser les athlètes qui se font attraper, car sinon on va continuer de la même façon pendant 15 ans encore. On a eu Festina en 1998, on a eu 1999 jusqu'en 2005. On ne veut pas avoir d'autres affaires. Et si on met en place un processus bien structuré, efficace, on pourra peut-être libérer ce sport de ce passé qui est sale, qui est répréhensible, et donner de l'espoir aux athlètes pour qu'ils atteignent justement leurs objectifs et répondre aux espoirs de tout le monde. Merci beaucoup, parce que nous avons eu l'occasion de vous faire tourner sur le grill. Vous avez répondu à tout avec une amabilité qui vous honore. Merci beaucoup pour vos réponses. Absolument. Et les membres de la commission présents aujourd'hui garderont longtemps le souvenir de cette audition. Thank you again. It's been a pleasure to be Je vous remercie infiniment. C'était un grand plaisir pour moi. Merci.
Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Si vous souhaitez les revoir ou en savoir plus sur ces travaux, notre site internet publicsena.fr. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi à partir de 16h30 pour la CMP, la commission mixte paritaire, sur le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. À tout à l'heure, 16h30.